Christophe, tu as démontré dans tes travaux comment des institutions qui passent pour typiquement germaniques étaient le résultat d'une manipulation d'héritage d'époque romaine. Qu'est-ce que cela nous apprend en ce qui concerne le droit du Haut Moyen Âge? Et est-ce que les bases sur lesquelles on a écrit l'histoire des sociétés alto-médiévales doivent-elles être revues? Bien entendu, ma question évoque l'opposition qui est traditionnellement faite par les historiens du droit et par les historiens entre institutions romaines et institutions germaniques. Est-ce que cette distinction résiste avec le temps? Alors c'est une vaste question parce que oui, on a voulu germaniser l'histoire. Alors il y a beaucoup de phases dans cette période-là. Le dernier en date, on pourrait citer Montesquieu, quand il dit les Francs à voix conquis, ils prirent ce qu'ils voulurent. Quand Montesquieu dit ça, on le croit. Et ça concerne particulièrement les terres. En réalité, les Francs n'ont rien conquis du tout parce qu'ils étaient là depuis des siècles. Le premier à citer des gens qu'on va reconnaître par la suite comme francs, c'est César, quand il rencontre des Sicambres sur le Rhin et qu'il en embauche 2000. Il prend 2000 francs qui vont devenir son comitatus personnel, et très peu de temps après, Auguste, puis Claude, vont à nouveau recruter des Sicambres dans l'armée romaine, ce qui fait que les Francs, ils vont devenir Francs à l'occasion des insurrections de Civilis dans le premier siècle, et ces gens-là sont là depuis fort longtemps. Ammien Marcellin dit énormément de bien des Francs à l'intérieur de l'armée romaine. Et la Notitia Dignitatum donne leur garnison. Donc les Francs ne sont pas une population conquérante. Est-ce qu'ils sont une population différente? Est-ce qu'on les a ressentis comme des étrangers? Au bout de 5 siècles de présence en Gaule, à mon avis, pas du tout. Qu'est-ce qui fait qu'on a voulu être des Germains? C'est plutôt des raisons politiques. Mais donc on a dramatisé la soi-disant arrivée des Francs à la fin de l'Empire tardif pour des raisons idéologiques. Oui, mais sur le coup, on s'en est pas rendu compte. Ces raisons idéologiques n'apparaissent première idée de la conquête, ça apparaît avec Hébroin dans les années, dans le 7e siècle. Et ensuite, cette invention qui n'a pas pris sur le coup va être beaucoup récupérée par Pépin le Bref pour servir à son usurpation qui va le transformer de maire du palais en roi des Francs dans un modèle qui n'avait pas existé avant. C'est pour cette raison-là qu'on a voulu absolument qu'il y ait eu une conquête des Francs. Il n'y en a pas eu. Alors par la suite, toute la royauté française va bien sûr être très heureuse de placer Clovis comme premier roi des Francs. Il n'est pas le premier, on en a un autre un siècle plus tôt au même endroit. Mal-Lobaude était déjà Rex Francorum à Reims un siècle avant Clovis. On aurait pu choisir Mal-Lobaude comme fondateur de la France. Oui, c'est une vision politique. Oui, c'est pour briser les liens entre la suggestion du monde franc et l'empire qui restait puissant à Byzance qu'on a voulu casser le lien. Pour casser le lien, on a prétendu que la France avait été conquise. Bien. Alors maintenant, je voudrais te poser une question plus spécifiquement foncière. Est-ce que tu pourrais nous aider à situer juridiquement cette question difficile de savoir ce qui se passe en Occident au passage entre guillemets, au passage entre l'Empire romain et les royaumes barbares, est-ce qu'on assiste à une disparition du droit territorial au profit de droits qui sont propres à chaque ethnie? Comment qualifier cette période sur le plan du droit? Par exemple, on l'a évoqué, on évoque traditionnellement en histoire la rupture des grandes invasions, les Francs dans le nord, les Burgondes dans l'est et le sud-est, les Visigoths en Aquitaine. Est-ce qu'ils se sont réellement emparés des terres de la Gaule et est-ce que la démonstration que tu viens de faire à propos des Francs inclus dans l'Empire depuis fort longtemps et citoyens romains en quelque sorte, leur chef en tout cas, depuis fort longtemps, est-ce que cette démonstration vaut également pour tous les peuples dits barbares et qui se sont installés en Gaule? Alors, les peuples barbares, les autres, les Burgondes et les Visigoths, ont bénéficié du régime de l'hospitalité.
C'est-à-dire que c'était encore une autorité romaine qui concédait la terre, comme pour les Francs. En réalité, c'est l'origine des alleux. On parle beaucoup des alleux et on parle de l'origine romaine des alleux. Mais simplement, ce terme qui est bien défini en période capétienne n'a pas du tout le même sens en période romaine. Ce qui est alloué aux soldats, ce sont des centaines, des centuriations, des territoires qui sont très bien définis, très quadrillés, où on a fait des portions allouées à chacun, et une partie de ce territoire alloué est allouée au commandant, au chef, au comte, qui va pouvoir ainsi nourrir ses troupes. Mais si on insiste tellement en période capétienne sur le caractère indépendant du pouvoir des alleux, c'est parce qu'il s'agit d'une situation acquise, d'une situation nouvelle. Et on ne revient jamais sur les droits acquis. C'était déjà vrai à cette époque-là. En période antérieure, aussi bien sous l'Empire qu'en période post-romaine, eh bien, un comte est désapproprié des possessions qui lui ont été allouées quand il perd son titre. On a plusieurs exemples, aussi bien dans Grégoire de Tours que dans Frédéguerre, de comtes à qui on a retiré leur charge et qui par conséquent finissent leur vie dans une extrême pauvreté. Alors, tu viens de prononcer quelques mots clés, mais il y en a d'autres. L'intérêt de la période du Haut Moyen Âge, c'est on voit un renouvellement de la nature même de la documentation par rapport à la documentation épigraphique de l'Antiquité, où on n'a pas ce qu'on commence à avoir dans le Haut Moyen Âge, c'est-à-dire les actes de la pratique, c'est-à-dire les formulaires. Et donc, on commence à avoir à ce moment-là des termes, des expressions qui prennent une importance, une signification toute particulière. Tu viens de parler des alleux, on pourrait parler, qu'est-ce que c'est que les res propriae, les choses en propre, qu'est-ce que c'est que les res delegatae, ces choses que l'on délègue, que sont les terres fiscales, les res fiscales, quelles sont les terres létiques, qu'est-ce qu'on entend par une expression comme sui juris, de son propre droit? Qu'est-ce que c'est qu'un déditis? Est-ce que tout ça correspond à des spoliations? Que sont les terres que l'on donne à un comte pour l'exercice de sa mission? Bref, il y a une pléthore d'institutions qui montrent d'ailleurs au passage que le droit à l'époque du Haut Moyen Âge est d'une richesse insoupçonnée, qui pâtit beaucoup de la mauvaise réputation qu'on a fait à cette période. Mais à défaut de pouvoir parler de toutes ces institutions, parce qu'il nous faudrait à ce moment-là des heures, est-ce que tu peux en choisir une et puis nous donner un exemple de développement intéressant? Alors, l'idée de res propriae et de res delegatae, ça renvoie au statut des individus. Les soldats de l'armée romaine, qu'ils soient burgondes ou francs, euh, ne pouvaient rien posséder en propre parce qu'ils étaient des deditis. Étant des deditis, ils n'avaient pas la citoyenneté romaine. Et le droit de transmettre, le ius testamentum, eh bien, était réservé aux citoyens romains. Ce qui fait que, quelle qu'ait été leur jouissance pendant un temps donné, de telle ou telle terre, les déditis ne pouvaient jamais rien transmettre. Donc, il fallait toujours qu'il y ait un citoyen romain qui soit, lui, il pouvait être franc d'ailleurs. La plupart des généraux étaient citoyens romains. Et on confiait aux citoyens romains tel ou tel domaine, ce qui lui permettait de faire vivre ses troupes, et il pouvait donc déléguer sa propriété. On a une idée des contrats qui liaient le conductor au colon. Eh bien, ces contrats pouvaient être des baux amphithéotiques, c'est-à-dire que la terre était louée pour 99 ans, on avait le sentiment d'en être plus ou moins propriétaire, en tout cas on en avait une possession assez assurée, mais la propriété elle-même n'appartenait que aux citoyens romains qui pouvaient être soit un comte, soit un sénateur.
Tu sais, tu connais mon point de vue sur l'Antiquité. Pour moi, je pense qu'on n'a pas donné toute l'importance que l'on devait à la simple formule de Gaius quand il explique que dans les provinces, personne n'est propriétaire, personne n'a le dominium parce que tout le sol provincial, à quelques exceptions près qu'on connaît bien, que tout le sol provincial n'est qu'une possession ou en quelque sorte une tolérance de la part du pouvoir romain. Donc moi, ce que j'observe quand je t'écoute parler, c'est que j'ai l'impression que comment dire, tu nous fais entrer dans le haut Moyen Âge complètement habillé à la romaine. Et on a l'impression que il va falloir effectuer en quelque sorte un sacré changement de costume pour arriver à comprendre des institutions qu'on a habillées soi-disant en mode barbare, alors que il y a une part importante de continuité. Ah, complètement. Alors, le travail que tu évoques est déjà largement commencé, enfin, il a été commencé déjà au XIXe siècle. De Rosière a publié tous les actes dont on dispose pour cette période intermédiaire, mais Josiane Barbier a largement étudié les testaments disponibles de la période mérovingienne. Ces testaments, dans leur forme, sont des testaments romains. Il n'y a aucune trace de droit réputé barbare, qui d'ailleurs n'en est pas, et c'est normal qu'il n'y ait pas de trace de testament dans le droit barbare, puisque par définition, ils étaient déditis, et donc ils n'avaient pas le droit de faire des testaments. Donc on ne peut Oui. pas trouver des testaments de gens qui n'avaient pas le droit d'en faire, alors que quand on trouve un testament en période mérovingienne, c'est généralement celui d'une dame, enfin c'est assez souvent celui d'une dame, ça peut être aussi celui d'un évêque, et justement il y a de la terre à transmettre parce que la personne est revêtue d'un droit qui est celui de donner ses biens. Les gens qui n'en sont pas dignes ben, ne peuvent pas écrire des choses pareilles, mais l'appareil juridique est à 100% romain. Il va évoluer avec le temps. On va passer du testament pur à la romaine à de la donation à cause de mort, ce qui est seulement un habillage pour éviter la cassation des testaments par une volonté royale spoliatrice, qui se donne le droit de casser les testaments. Alors, il y a un mot sur lequel je voudrais qu'on revienne brièvement, c'est le mot d'éditis. On sait dans l'histoire romaine que sous Caracalla, donc au début du IIIe siècle, il y a une extension du droit de citoyenneté romaine. On distribue assez largement le droit de citoyenneté romaine, ce qui signifie au passage qu'il s'était profondément affaibli par rapport à ce qu'il était à la fin de la République ou au tout début de l'Empire. Mais on exclut justement les déditis. Ces déditistes, tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus. Qui sont-ils par rapport justement à ces populations intégrées dans l'Empire que sont les peuples dits barbares? Et puis, est-ce que tu pourrais également nous dire si le mot déditis, si le statut de déditis a un rapport avec la chose militaire et avec notamment l'organisation militaire des tractus, c'est-à-dire de ces terres et de ces régions que l'on concède en quelque sorte à ces populations? Oui, alors les déditis sont exclusivement des militaires, mais on les a présentés comme étant des malheureux contraints au service des armes, ce qu'ils sont, mais ils le sont par leur propre serment. Donc le fait d'être déditis n'est pas une situation trop difficile. Si on regarde le nombre de francs qui vont devenir généraux en chef de l'armée romaine, si on regarde la position d'un Stilicone qui lui aussi va être général en chef de l'armée romaine, en réalité, ces gens qui sont agrégés à l'Empire sont dans des situations fort enviables. Oui, ils sont incapables de transmettre leurs biens. Ça, c'est sûr, puisqu'ils n'ont pas le Ius Testamentum. Est-ce qu'il faut... alors oui, c'est à eux qu'on donne la terre. Le Code théodosien précise les conditions de cet octroi. Et cet octroi, c'est un don de terre, enfin tout au moins un don, on appelle ça quand même un don, même si c'est pas vraiment donné. Ils ont la disposition des terres et l'échange, c'est vous servez l'Empire par les armes. Si vous servez l'Empire par les armes, vous avez le droit, c'est le ministère de l'avitaillement des militaires, la nonne,
qui est responsable non seulement de l'octroi, mais aussi de la surveillance, pour qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas de transfert indu de domaine qui est en réalité la propriété de l'État. Donc oui, les déditis sont bien les soldats paysans qu'on a parfois décrits, mais ils ne sont pas dans la misère. Alors, une dernière question. Sur un plan documentaire, l'évolution du rapport aux biens domaniaux est-elle décrite par les sources, que ce soit en période mérovingienne ou en période carolingienne? On le connaît surtout par les terribles histoires des spoliations. Et ça a beaucoup à voir avec ce caractère public des terres octroyées. C'est nature, enfin, c'est compréhensible que le roi qui se croit détenteur de l'autorité publique puisse avoir envie de mettre la main sur une terre réputée publique. Donc, alors ça commence avec Brunehaut, mais on n'en sait pas grand-chose. On en sait plus avec Dagobert. On a l'exemple d'une terre qui fait plusieurs fois l'aller-retour entre la confiscation par le roi, la restitution à la famille, mais aussitôt la famille trouve un moyen d'échapper à de futures confiscations. C'est le duc Amalgarius qui donne la terre à son fils, qui la donne instantanément à l'abbaye qu'il fonde, l'abbaye de Bèze, et qui va être ainsi mise à l'abri. Alors, c'est pas toujours vrai, parce que quand Charles Martel va arriver, il va être réputé spoliateur de toutes les abbayes, et parce que beaucoup de familles avaient utilisé ce moyen pour mettre à l'abri des spoliations des terres qu'ils considéraient leurs, alors que le roi va penser autrement. Et il y a des Alors, endroits où on fait plusieurs fois l'aller-retour. donc, on peut ajouter que non seulement son fils, en fait, il donne le titre de duc à son aîné. Au cadet, il donne des biens pour fonder l'abbaye de Bèze, et à la fille, à Dalzinde, il donne des biens pour fonder un monastère féminin, le monastère de Dornatia, Saint-Martin de Dornatiacum, et qui, on voit très très bien comment les biens sont utilisés. Que penser des terres fiscales en ce début du Haut Moyen Âge? Moi, mon opinion, mais c'est parce que je travaille dans les plaines de la Saône et que je suis en train de reprendre ce dossier des terres fiscales, c'est qu'il y en a beaucoup plus que l'on a pu le croire, et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Elles sont un peu passées sous le tapis parce que on a mis l'accent sur la propriété privée. C'est un tropisme des historiens du droit sans doute aussi. Et donc, les terres fiscales sont passées sous le tapis. Or, ces terres fiscales ou terres publiques, ou plus tard on pourra dire terres royales, de mon point de vue, sont toujours très importantes. Qu'est-ce que tu en penses? Oh bien, tu viens de le dire, oui, il y a cette espèce de jeu entre le responsable de l'autorité publique, qui est le roi, mais il n'est le roi qu'à partir du moment où on n'obéit plus à l'Empire. Et ça va être la raison de la cessation de l'obéissance à l'Empire, qui va se faire en plusieurs étapes. On a cité Hébron, mais la dernière rupture va se faire avec Pépin le Bref. C'est bien pour cesser d'obéir à l'Empire qu'on n'a plus besoin de respecter cet euh, ordre romain. Et en se séparant de l'ordre romain, mais ça va encore durer pendant toute la période carolingienne, qui a voulu restaurer un ordre romain, c'est finalement à l'avènement de Duc Capet que le comte, au lieu d'être le représentant de l'empereur, que le comte va devenir le, le propriétaire patrimonial de son comté. Et cette supercherie-là a un avantage politique très intéressant pour le Capétien, c'est qu'il n'y aura plus du tout de possibilité à un ordre impérial, et donc, en faisant cela, il confisque le droit de devenir roi, tout au moins il le confisque pour leur famille. Eh bien, merci beaucoup, Christophe.